Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse d'être là ce moment. C'est très important qu'on va parler de transidentité. C'est un sujet très intéressant et très important en ce moment, tout ce qui se passe dans le monde. Je suis Mario Kameski, le fondateur de Casarara, et je suis très content de partager avec tout le monde. Je voudrais remercier Camille Cabral pour ouvrir cette porte de l'association PAST. Merci beaucoup. Et je remercie aussi Loïsa Novoa et Eduardo Cunha Leal. On va parler de ce sujet, transidentité, et je vous invite à partager ce moment avec nous. Merci beaucoup. J'ai une question pour toi, Camille. Pour savoir, on sait, avec toute sa expérience de vie, je crois qu'on parle ici de transidentité et je crois que moi, j'ai des amis qui sont étrangers et je sais que c'est très difficile de trouver, comment je peux dire ça, mais le respect, mais la confiance pour les gens qui sont trans. Il y a plus de difficultés et toi, comme ma personnalité qui gagner ce respect, je voudrais savoir comment ça se passe. Parce que je pense que c'est très difficile et j'ai très envie de savoir ça. Olha, se eu for conversar com vocês de uma maneira simples, eu diria o seguinte: o movimento trans começou de uma certa maneira que foi mesmo o estupim para os gays. Isso não é muito dito em vários espaços. Vamos... français parce que c'est très important que les Français comprennent ça. D'accord, ok. Oui. Donc je disais que je vais essayer de faire un petit résumé d'une manière très à l'aise, comme si c'était dans un salon de la maison de chacune prend, en train de prendre l'été. Et ça resterait beaucoup mieux de comprendre cette conversation simple pour que les gens comprennent mieux. Tous les mouvements qui ont commencé déjà avec les mouvements des égalités raciales comme aux États-Unis, les Noirs avec Martin Luther King, les féministes avec les droits sociaux des femmes. Tout ça ont inspiré aussi les gays. Parce que les premières homosexuels, il faut savoir que seulement pour que vous aurez, beaucoup de vous savez déjà, ils avaient déjà quelque chose de pointer un peu, les plus courageux, de prendre un peu d'espace et de dire nous allons au moins être respectés dans la vie de tous les jours. Et après, les successions des personnes et des générations qui ont venu après ont commencé à dire plus de droits. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ne ça fait pas beaucoup de temps, c'était 44, 45, presque à la fin de la guerre, les nazistes, ils vraiment anéantissaient les ennemis des nazistes, donc l'Angleterre, la France et toute l'Europe et même les États-Unis. Et l'Angleterre surtout, qui elle était bombardée sans cesse. Et Alan Turing, qui est un gay, qui est un homosexuel, il a été responsabilisé de décoder comment les nazistes se communiquaient entre eux pour précisément à telle heure bombarder une ville, ou bombarder un avion, ou bombarder un sous-marin, peu importe.
il faisait des ravages. Et personne ne disait, mon Dieu, on va vraiment être anéanti par les nazistes vu qu'ils ont un code. Et pour encurcir un peu l'histoire, on a, disons, convoqué une petite commission pour étudier s'il y avait des personnes capables de décoder de quel moment, comment ils faisaient cette communication. Et Alan Turing, il ne montrait pas son homosexualité, il ne parlait à personne de son homosexualité. Il était responsable de ça, et seulement pour être bref, il a inventé, avec beaucoup de ténacité, d'intelligence, et vraiment des chances aussi, parce que qui a vu les films Imitation Game, Imitation Game ou Game Imitation, voit ça. Et pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'il parlait de son homosexualité, personne. Et à la fin de la guerre, il a découvert les codes avec beaucoup de perspectivité et très intelligent et très vif. Il a déchiffré ces codes, il a sauvé, selon tous les calculs qu'on fait, 14 millions d'habitants ici en Europe par rapport aux armes nazistes. Et voilà. Donc, quand la guerre est finie, son homosexualité, avec sa fiche, à ces temps-là, il faisait des fiches pour les homosexuels. On a commencé à emmerder ces garçons qui a sauvé 14 millions de personnes. Vu l'homosexualité, il a été pris par un garçon prostitué, un gigolo anglais, et voilà. Et donc, il était même en prison. Et après, pour se débarrasser de toute cette persécution, il était condamné à être castré chimiquement. Il prenait des anti-androgènes, qui aujourd'hui on peut dire que c'était des androcures. À ce temps-là, l'acétate de cyprotérone, il prenait pour être, disons, stérile, pour diminuer aussi ses envies sexuelles, etc. Figurez-vous qu'une créature, un homme, un être humain qui a fait tellement de bien à l'humanité, est persécuté parce qu'il était homosexuel. Quand le temps est passé, l'Angleterre et tout le monde, même la communauté gay et LGBT à ce temps-là, a commencé déjà à pointer sa petite nez des émotions ou de commencer à demander des droits. Quand elle est arrivée à voir que c'était une injustice immense contre l'humanité, l'être humain même, la reine Elisabeth, beaucoup des années après, elle a fait un prix. Il ne fait pas longtemps. Elle a fait un prix après la mort de ce monsieur, après la mort, que c'est un prix pardon, d'avoir pardonné, que l'État se pardonne, demande pardon à cette personne-là, d'avoir sauvé 14 millions de personnes pour être gay. C'est terrible. Alan Turing, voyez bien ces films. Imitation Game, c'est merveilleux. C'était primé par des Oscars, scénarios, c'est extraordinaire. Mais il était un homme cis. Cis, c'est la personne qui c'est bien avec ton corps, qui n'a pas envie de changer. C'est difficile. Mais je crois, parce que je veux les choses pour louer un appartement, pour trouver un travail, pour les gens qui sont trans, il y a beaucoup encore de préconcepts qui c'est un préconcept de l'image. C'est ça que je pas comprends. Je pense que tous les chemins que vous avez passés, vous avez beaucoup d'expérience. Oui, Mario, j'ai parlé, j'étais un peu long là, excusez-moi.
parce que c'était le début des réactions par rapport à la reconnaissance déjà des différences sexuelles. Oui. Les transgenres, les transsexuels, déjà on peut le dire que même à l'avant-guerre, il y avait les premières trans. Vous savez qu'un des grands médecins que je dois considérer comme peut-être une première à être un activiste médecin à propos des droits des gays, des trans, lesbiennes, etc., était Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld, avant la guerre, il avait un institut à Berlin. Et cet institut à Berlin, il faisait pas des expériences, il était curieux de savoir cette diversité humaine. Et il y avait donc les transsexuels, il avait la première transsexuelle qui a été opérée, c'était par Magnus Hirschfeld, dans son institut de sexologie, c'était Lili Elb. Lili Elb, c'était à peu près, d'une manière très jolie d'ailleurs, le film La fille danoise de Danish Girl. De Danish Girl, c'était très joli ce film, vous voyez aussi. Donc, voyez bien, ça c'est Alan Turing qui était un gay, Lili Elb qui était la première à faire des opérations, et ça a commencé de peu à peu à se pointer les mouvements. Et pourquoi je parle que les trans ont été les stopies avant les gays? Parce que les trans avec les Stonewall Inn à New York, cette nuit-là, le 28 juin de 1969, c'était les transsexuels qui ont commencé à crier. Avant tout, c'est Sylvia Rivera que j'ai eu beaucoup d'honneur de travailler avec elle. À Europride de Rome, qui était un Europride, c'est passé à Rome, elle était là comme Suzanne à côté de moi, et elle m'a tout raconté. On ne voulait pas que nous faisions les mêmes manifestations, parce que les transsexuels qui étaient soit drogués ou qui se droguaient un petit peu, s'habillaient un peu comme ça, soit latinos, soit black, et même les américaines, elles n'étaient pas tellement bienvenues pour la communauté gay. Pourquoi je parle de ça? C'est pas pour accuser les gays, mais pour dire que la vie n'était pas facile pour nous. Et combien de fois ici en France aussi, quand les femmes ont commencé à faire les premières manifestations à la Gay Pride, nous étions invités à passer plus en arrière, pas au carré de tête. Quand Past a commencé à aller au carré de tête dans les manifestations, c'était déjà vraiment une grande bataille gagnée. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, les lois sont passées, les mondes LGBT est plus unis, se comprennent, se soutiennent. Et je crois qu'on va faire un bon chemin parce que nous avons déjà concouru pas mal de choses en question de loi, de protection, en question d'égalité. Mais malgré tout, ça peut avoir quelque chose d'étonnant et qui c'est négatif. Vous voyez, au Brésil, il y a beaucoup de... C'est un pays quand même qui a un sens sociologique extraordinaire au Brésil. Par rapport au VIH, par exemple, le Brésil était un des modèles contre la lutte contre les maladies, les VIH. Je me rappelle qu'un jour, dans un comité international, des grandes réunions internationales de VIH par rapport à tout le monde, le Brésil, la partie où le Brésil était représenté, était plein de journalistes. Pourquoi? Parce que dans les gouvernements, ces gouvernements-là, ces temps-là, le Brésil a dit, je crois que c'était le président, c'était Lula a dit, écoutez, je sais que c'est très cher les médicaments, mais je ne vais pas laisser mon peuple mourir. Qu'il me donne beaucoup de taxations, beaucoup d'amendes, parce que je vais faire les copies des molécules. Et il a commencé à faire les molécules.
Jusqu'aujourd'hui, il y a cette inspiration au Brésil, en Argentine, il y a un autre pays, je crois que c'est la Thaïlande, de faire des copies des molécules. Dont on parle maintenant que le Brésil, la Thaïlande et l'Argentine demandent aussi les droits déjà de faire cette pilule qui va sortir pour le Covid. Donc, vous voyez, je parle tout ça, que l'histoire des LGBT, elle est très ample, elle est très très riche. On parle de la communauté gay, communauté lesbienne, communauté trans, tout ça c'est extraordinaire. Quand j'ai parlé aujourd'hui avec Léal, Dr. Léal, il a parlé de sa vie privée, son mari, etc. Donc le monde est une dynamique extraordinaire. Aujourd'hui, on parle des gens fluides, des penchants, etc. Mais je vais passer à la parole aux autres parce que sinon, ça va aller juste. Vous avez parlé de quelque chose de très intéressant et après je vais donner la parole à Eduardo parce que d'abord, au début de cette conversation très riche, on avait parlé de la question d'identité. Après tout ça, même sans donner les mots, je pense que ce genre d'exclusion que les homosexuels ont fait par rapport aux transsexuels, il y a quand même une cause. Peut-être que cette cause-là, il y a un rapport avec la norme, la normativité et aussi avec l'identité. Du coup, J'ai une question pour toi. Ouais. Ce sujet, on parle des communautés et tu as une psychanalyste féministe et il y a aussi un grand problème des gens trans pour être acceptés dans les mouvements féministes parce qu'il y a des féministes qui sont très extrémistes et qui n'acceptent pas les gens trans. Et je voudrais écouter un peu. Par rapport à ce type de féminisme-là, je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais je pense que c'est un féminisme qui ne mérite même pas ces mots. D'accord ? Mais comme je ne veux pas changer trop de sujet, je voulais parler un peu de cette situation qui la madame, elle a parlé de l'exclusion que les homosexuels ont fait par rapport aux transsexuels, aux gens, les transidentités, comme c'est les mots que vous avez employés pour parler de trans. Il y a un certain rapport avec la question de la norme, avec la question de l'identité, avec l'assimilationnisme que certains homosexuels ont essayé de rentrer dans la norme pour être acceptés et avoir de la reconnaissance sociale plus facilement, mais aussi au prix d'exclure d'autres parts de la population, comme les transsexuels. Qu'est-ce qu'on pense alors? Est-ce qu'on a beaucoup d'identité? Est-ce qu'on a l'excès d'identité? Et quand je emploie nous, les sujets nous, est-ce que je peux parler de ça pour tout le monde? C'est qui a l'excès d'identité? C'est qui n'ont même pas l'identité pour aller aux toilettes, pour ne pas pouvoir louer un appartement? C'est aussi une question d'identité qu'on parle. C'est aussi une question de la normativité qu'on est en train de toucher. Qu'est-ce que vous pouvez parler de ça, monsieur? Voilà, il y a plein de choses. J'essaie de dire quelque chose. Pour commencer, toute cette histoire de l'identité aujourd'hui, il faut reconnaître que l'identité elle est nécessaire en tant que stratégie. Voilà. En fait, on se bat, je pense, pour la singularité. Pour la singularité, pour être n'importe quoi, pour être n'importe qui et avoir en même temps le droit d'être et de vivre. Je pense que dans un monde idéal, on ne sera pas obligé d'avoir une identité qui à la fin est compulsoire, mais est obligatoire. Mais comme je plaisante parfois, la singularité, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour qui peut, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui aujourd'hui qui en ont besoin d'une
d'une identité pour aller au médecin. Par exemple, au service public au Brésil, il y a toujours des médecins qui sont préoccupés, qui sont soucieux d'analyser, de faire des entretiens avec les personnes qui vont au service à chaque mois pour savoir vous êtes vraiment intéressé à faire la chirurgie, Et parfois les gens ne sont pas intéressés, mais ils sont intéressés d'être reçus dans un service hospitalier sans avoir de discrimination, etc., etc. Donc l'identité c'est stratégique, c'est nécessaire. Mais c'est drôle parce que parfois beaucoup de psychanalystes et des gens un peu de droite commencent à dire bon, c'est l'identitarisme, vous voulez partager le monde, vous faire des ghettos, etc. Vous voulez faire des ghettos. C'est pas ça. Mais parfois, l'identité est nécessaire jusqu'à ce moment-là parce que l'identité, c'est encore aujourd'hui l'élément fondamental du calcul politique. On parle de politique de droit. Et pour avoir des politiques de droit, il faut avoir des identités. Ça, c'est un problème. Je pense que les expériences trans, elles produisent une espèce de subversion des identités. Mais c'est pour l'avenir. C'est pas pour aujourd'hui. On a parfois des urgences qu'on a besoin d'une identité claire pour avoir des droits. Et ça, on ne peut pas nier ça. Ça, c'est une chose. Au rapport entre les gays, les PD et les personnes trans, il y a plein de choses. Mais je pense qu'un des problèmes est que l'expérience homosexuelle a été normalisée. Et ça, c'est une chose. On a, d'une certaine façon, le mouvement gay a pris comme, je ne sais pas, comme bandeira de luta, comme slogan d'avoir les mêmes droits, soit le mariage, soit l'adoption d'enfants. Mais ça, c'est bon d'un côté, mais de l'autre côté, on peut vraiment penser que le mariage, c'est la forme idéale d'avoir des gens ensemble. On a tous oublié à se marier, à avoir des rapports monogames, etc. Donc, il y a un processus de normalisation. À part ça, il faut considérer que dans l'histoire, je parle plutôt de la psychanalyse, ce qui se passe est qu'il y a toujours des expériences qui tensionnent, qui dérangent les limites de l'expérience humaine, qui dérangent les classifications, qui dérangent la taxonomie psychiatrique, etc. Ça s'est passé avec l'homosexualité. Aujourd'hui, l'homosexualité est normalisée, et ce qui dérange, ce sont les expériences trans. Ça, c'est clair. Et ça, c'est clair, c'est contre ça qu'il faut se battre. Et c'est ça, je ne sais pas si j'ai plus de dire. C'est trop intéressant parce que quand Camille a commencé à parler de Turing et de l'expérience homosexuelle, aujourd'hui, un des problèmes est qu'on continue, encore une fois, je parle plutôt de la psychanalyse, surtout de la psychanalyse, on continue à penser les expériences trans comme à partir de l'homosexualité. Et ce n'est pas le cas. On a des femmes trans qui sont lesbiennes, on a des hommes trans qui sont gays. Donc, ce n'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est une question d'identité, c'est une question de rapport à son corps, des rapports à son existence, c'est une question de rôle social, des rôles sociaux que je veux prendre ou non. Donc, ce sont des questions plus complexes. Et on a parfois la tendance à réduire, et ça pose des problèmes pratiques. Par exemple, un garçon qui est au but du procès judiciaire de rectification de son nom, et il est mis face à un expert, un psychiatre, qui lui demande mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il a dit non, je vis ensemble, j'ai un petit ami. Ah oui, c'est une femme? Non, c'est un homme. Non, mais comment? Si vous voulez être un homme, pourquoi tu as un rapport amoureux avec un autre homme? Donc, c'est la norme hétérosexuelle qui revient. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il faut, je pense, ça, c'est mon avis. Voilà, on n'est pas tous obligés d'être d'accord. Mais qu'il faut déconnecter. Une question, c'est le choix d'objet, c'est l'amour, c'est le sexe. Et l'autre question, c'est le rapport à notre corps
les rapports avec les rôles sociaux, les fonctions sociales qu'on veut prendre ou non, et ce sont des questions différentes. Et ça, c'est un problème politique, c'est un problème théorique et c'est un problème clinique. Parce que si on suppose qu'une jeune fille adolescente qui a été désignée comme fille, mais qui a réalisé qu'elle est un homme, je ne peux pas, en tant que clinique, supposer qu'elle veut avoir des rapports sexuels avec une femme. C'est pas nécessairement. Ça dérange les choses. Enfin, c'est ça, c'est des choses qui m'ont venu. Bon, voilà. Mais je suis très content d'être là. J'ai une question au niveau physique que j'ai écouté déjà, que beaucoup de gens étrangers, quand passent pour le changement complet de sexe, et immédiatement après, ça vient en quelque chose qui ça commence en difficulté pour accepter le propre corps encore. Voilà, il a un problème dans cette histoire. C'est la même histoire avec cet lien entre homosexualité et transgenre. Il n'a pas de lien. C'est la même chose. Il n'a pas de conformité sexuelle. Ça, c'est une illusion. On fait, j'imagine, pour la personne que j'écoute, j'ai l'impression que les personnes font des chirurgies, des traitements hormonaux pour produire un corps qui soit dans lequel ils soient contents. Mais ce n'est pas pour arriver à une situation stable, fixe et définie et tous les problèmes sont résolus. C'est une illusion. Peut-être les médecins ont cette illusion. Les personnes que je connais, que j'ai écoutées dans ma clinique, par exemple, j'ai un patient qui va faire son mastectomie les jours prochains. Il sait qu'il ne va pas devenir un homme sens strict. Il va être un homme trans. Donc, les gens connaissent les limites. Les gens ne sont pas des fous. Voilà, les gens savent. Et en plus, il y a une phrase. C'est une des premières phrases que j'ai écoutées d'une personne trans. C'est une phrase très intime, mais enfin, il m'a dit à un certain moment, il faut comprendre bien. Je ne suis pas... Parce qu'en français, c'est impossible de faire. Mais en portugais, je vais dire en portugais parce qu'en français, ça ne fait pas de sens. Et peut-être c'est pour ça qu'on a beaucoup de confusion pour les psychologues, les psychanalystes français. Eu não estou em transição, eu sou em transição. Et cette transition ne finit jamais. On n'est plus content, on n'est plus heureux, on est plus à l'aise, mais je ne suis pas en train de je suis en changement. Voilà. En changement, c'est pas... Voilà, c'est une bonne traduction. C'est pas la même chose, mais c'est une bonne traduction. Mais à la fin, c'est ça. On fait des expériences avec nos corps. On essaie de produire un corps, une existence qui nous permettront peut-être de vivre mieux. Et c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est ça. Camille, tu luttes, l'association PAST, tu es la fondatrice de cette association qui ça marche depuis les années 90. Et comment ça s'avance les droits pour les gens trans, LGBT en général? Mais comment ça se passe? On avançait trop, pas? Comment ça se passe au niveau des droits? Français, hein? C'est en français. D'accord. Et je vois qu'il y a une avancée extraordinairement positive. Nous avons déjà des lois qui nous protègent. Ici en France, par exemple, une fille peut avoir son sexe et son prénom changé.
son sexe, son prénom changé même avant l'opération. D'ailleurs, au Brésil aussi, en Argentine aussi, c'est pas seulement en France. Je crois que l'Amérique du Sud était beaucoup plus progressiste en question de ces lois-là qu'en Europe. En Europe, je peux un peu exagérer, parce qu'au moins pour la France, parce qu'en Europe, il y a des pays qui sont très avancés, comme la Hollande, la Belgique, et l'Angleterre, je crois que c'était même avant la France aussi. Par contre, actuellement, la France, elle peut faire ça pour les Françaises et même, par exemple, pour les Latino-Américaines qui ont déjà changé dans leur pays d'origine. Seulement que la migrante ne peut pas faire si son pays n'est pas, s'il n'autorise pas ce changement. Si elle ne change pas, donc, ça, il y a un empêchement. Mais si son pays, par exemple, le Brésil, une fille qui change son prénom au Brésil et son sexe au Brésil au passeport, sa carte d'identité, elle arrive ici et la République française adapte son nom conforme au pays de naissance. Parfait. Par rapport à la question des droits, je pense que votre livre, il parle plus ou moins du droit des gens qui sont identifiés comme transidentitaires, de sortir de la dimension pathologique aux yeux de la psychanalyse. Et vous avez proposé aussi, au lieu de parler des transsexuels, de parler des transidentités. Pourquoi ces changements, pourquoi ces mots il peut proposer un nouveau regard à ces nouvelles subjectivités, et aussi une différence entre dysphorie et dissidence qui vous parlez dans votre livre. Si vous pouvez parler un peu de ça. Oui, je le peux. Pardon. Oui, je le peux, mais je pense que ça, c'est peut-être un de ces moments qu'il faut aussi écouter, entendre les gens. Mais on est dans une salle où il y a des personnes trans. Et parfois, c'est parce que la raison pourquoi j'ai choisi transidentité, c'est un premier plan, un premier lieu, parce que c'est quelque chose qui a été proposé pour des personnes trans. En plus, transsexuel, c'est une catégorie qui vient de la psychiatrie, qui vient de la sexologie et qui a pris une valeur pathologique. Mais un autre jour, c'est pour ça que je dis que parfois c'est important que Camille donne son avis à ses propos, parce qu'un autre jour, je parlais de ça et une femme trans, très importante au Brésil, m'a dit non, il faut respecter les mots transsexuels. Et pour moi, si une personne me dit je suis transsexuel, je respecte. En tant que catégorie politique, pratique, pour se dire, comme catégorie d'état, c'est fondamental. Mais c'est la différence. En tant que catégorie d'analyse, pour une théorie psychanalytique, ce n'est pas une bonne catégorie. Et ça, c'est la différence. Et ça, c'est un cas. Pour dysphorie de dissidence, c'est complètement différent. Dysphorie, c'est un thème pathologique. C'est un thème qui vient du DSM. Donc, c'est une catégorie psychiatrique qui affirme une dysfonction, affirme un problème, affirme une pathologie. Et ça, je ne suis pas d'accord. Quand je parle de dissidence, je parle d'une position subjective et politique de désaccord avec la norme. Et ça, c'est différent. Je pense que ça, c'est important. Et c'est ça. Mais j'aimerais beaucoup d'écouter un peu Camille à propos de ça, parce qu'on parle beaucoup de transidentité, surtout en France, mais en même temps, c'est toujours encore nécessaire de parler de transsexualité, de parler de transsexuels, etc. Et quel est l'avenir? On aura un jour peut-être la possibilité de n'être pas obligé de dire je suis transsexuel, je suis simplement une femme trans, j'ai une identité particulière. Quel est notre avenir? Qu'est-ce que vous pensez? Mais mon cher, je vais vous dire quelque chose.
Je crois qu'il va être une encyclopédie des définitions. Voilà, Et la merci. meilleure chose pour éviter cette encyclopédie des définitions, c'est que nous sommes des citoyens. D'ailleurs, deux politiques dans notre association sont prioritaires. La politique des droits communs et la politique du choix de la personne, de s'autonominer, de quel sexe et de quel genre elle est. C'est elle-même qui sait. Évidemment que les corps des psychologues, les corps des psychiatres, les endocrinologues avec les soutiens, leurs connaissances médicales, tout ça c'est très important. Mais les diagnostics, c'est un auto-diagnostic. Je peux me permettre de dire ça. Parce que c'est la personne qui sent qu'est-ce qu'elle est. Donc, et j'ai parlé de deux politiques fondamentales dans notre association. Qu'est-ce que c'est les droits communs? Parce que là, c'est déjà quelque chose de posture. Il y a des associations ou même des organismes et même des pays qui font une posture par rapport à les États-Unis, par exemple, qui a eu une attitude déjà de la longue date des cultures d'être très communautariste. Et je crois que la République française est très liée à la République. Et je crois que c'est mieux de s'aligner à la République et de dire, voilà, je suis plutôt une citoyenne avant tout, avant d'être femme, avant d'être homme, avant d'être... Je suis une citoyenne. On va occuper nos espaces comme citoyens. Notre vie, soit des trans, soit des gays, des lesbiennes, c'est déjà quelque chose à molder, au moins amélioré par la loi. Ça s'amolde parce qu'il y a des lois, on ne peut plus nous criminaliser, c'est déjà une bonne chose. Nous avons tous les droits d'attaquer une société, une entreprise que nous n'acceptons pas parce que nous sommes des trans. Il faut être capable, évidemment, pour trouver un travail. Mais si vous prouvez que vous avez la capacité, vous êtes complètement discriminé dans une société, dans une entreprise, vous avez la loi. En France et au Brésil, et en beaucoup de pays, la majorité des pays de l'Occident commencent à se réveiller à ces propos. Et en question de définition, actuellement c'est très très riche. Il y a des pays, les latino-américains par exemple, aiment beaucoup. Je sais que c'est un peu choquant pour la communauté LGBT française. Nous avons vu avec certaines filles qui sont venues, je crois Thaïs a vu, je crois que Marine a vu, Gabriel a vu, les films, la pièce de théâtre de la transpophagique, c'est ça, transpophagie. Elle est venue ici et elle dénonçait ça. Nous, les latino-américaines, nous, évidemment, nous avons une culture des mots. La culture des mots latino-américaine, les mots travestis n'est pas si choquant comme ici en France. Ici en France, les mots travestis, c'est vraiment très théâtral et très du monde des scènes, sinon très péjoratif. Aussi au Brésil, mais pas avec cette connotation. Parce que tous les travailleuses de sexe, toutes les personnes qui sont professionnelles et qui ont étudié ou pas étudié, quelquefois se lèvent dans une réunion et disent je suis un travesti. Et n'a pas la même connotation qu'en France. Donc il y a les mots ont des cultures. Elles se chargent aussi avec une certaine, disons, âme qui est liée à la culture. Les mots travestis en Amérique latine n'est pas si lourd comme ici en France. Évidemment que je suis d'accord pour le modernisme, mais sans aussi bousculer la culture. Laisse si les filles au Brésil, au Équateur, en Argentine, las trans, ok, c'est un peu plus moderne. Non, hay una de otras que continúan todavía ainda dizendo que nós somos travestis. E não precisa se quitar de uma maneira ou de outra.
Eu acho que eu passei no português. Espanhol, português. Esse é um grande defeito. Jamais eu sei onde se estou falando português ou francês. Mas isso realmente é um defeito, viu? Vocês têm que me chamar a atenção. Eu falo francês? Não. Então pronto, eu acho que vocês todas compreenderam o que eu falei, né? Então, são duas políticas fundamentais, são duas colunas mestras. A política de ser cidadão, antes de tudo. Eu posso ir no hospital? Sim, vou no hospital. Ali é um lugar comum, de cidadão comum. Ali é um lugar público. Eu posso ir porque eu sou uma cidadã pública. Então, eu só quero ir no banheiro se for de trans. Eu só quero ir naquela escola que é de trans. É claro que é uma, vamos dizer, é uma situação de conforto, porque ali ninguém vai te insultar, tudo isso não vai te fazer cara feia. Mas eu acho que seria muito mais bonito no futuro que todos os lugares públicos não recebam de braços abertos, como recebem os outros, porque a identidade hoje em dia não é mais aquele grande espólio, homem, mulher, não é mais. On est en train de finir. Je vous invite à poser vos questions si vous avez quelqu'un. Ouais, moi j'avais peut-être une question. Camille, tu parlais du fait d'être citoyen avant justement de revendiquer, etc. Je comprends, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on fait dans des sociétés où quand on est citoyen, en fait, on ne nous donne pas la place, les gens qui gouvernent ne donnent pas la place en fait aux personnes trans pour pouvoir intégrer. Je prends par exemple ce qui s'est passé là depuis quelques jours. Vous savez, le pronom IL qui est rentré dans le dictionnaire français. Ça a créé un grand débat, n'est-ce pas? Les Brigitte Macron notamment et le ministre de l'Éducation s'est offusqué en disant que c'était un appauvrissement de la langue, en disant que c'était... Donc on est face, donc c'est très bien d'être citoyen, ok, on peut être citoyen d'abord, mais quand on est face finalement à des gouvernements qui nous refusent de nous donner cette place-là, il faut dépasser finalement le statut de citoyen pour devenir quelque part militant, pour arriver à gagner sa place, non? Si, mais comment on fait la différence? À quel moment est-ce qu'on dépasse le simple fait d'accepter la société telle qu'elle est, et à quel moment est-ce qu'on se dit qu'il faut légitimement aller plus loin en fait? On peut aller plus loin, mais il faut savoir regarder les passés. Les choses n'ont été pas faciles, les choses ont été très difficiles, sont se passées très lentement, mais il faut savoir qu'il y a des cultures qui sont plus réceptives à ces choses-là, il y a des cultures qui ne sont pas réceptives du tout. Donc, la France qui n'est pas très réceptive à ça. Actuellement, je crois qu'elle est réceptive. Il y a certaines, disons, structures qui sont un peu plus sclérosées par rapport à ça. Par contre, c'est une grande difficulté de donner la réponse idéale, vu qu'il y a des mouvements, soit les mouvements, disons, des droits communs, et les mouvements qui sont passés anticolonialistes et qui ont commencé aux États-Unis de détruire des statuts parce que cette personne était liée à l'esclavage, un autre avec les morts des Indiens, etc. Là, je suis d'accord avec la révoltante attitude contre les droits humains, tout le monde est d'accord. Mais le problème est que c'est impossible de réécrire l'histoire. C'est impossible. Parce que sinon on va brûler beaucoup d'œuvres d'art. Beaucoup d'œuvres d'art. On va brûler, même la Bible va être brûlée. On ne peut pas réécrire l'histoire. Il est où les faux? Il faut s'adapter. Et nous sommes en train de gagner la bataille parce que nous sommes en train d'avoir des lois qui nous protègent. Si la loi ne s'applique pas, c'est à nous, à chacun des citoyens et les associations, les organismes de demander quoi. Nous sommes protégés parce qu'il y a des lois pour nous. C'est la voie de la diplomatie.
Non, je veux dire quelque chose un peu. Voilà. Do neutro-gênero. Comment? Do neutro-gênero, né? Assim, não é que eu sou contra, mas acontece que o pessoal fala de inclusão. No restaurante há uma inclusão para pessoas que não vêem? Tem alguém que fica falando assim? Não, então não é inclusão, porque para poder incluir, tem que incluir todo mundo. E porque assim, as pessoas que não falam, que não vê isso, aí tem o hebraico, quando vai ler. Que vai ler com a mão, vai ler o que? Todos? Não existe. É complicado, enfim. Porque a gente vê só o nosso lado, mas tem outra pessoa do outro eu lado acho que também. bon, je pense que c'est pas facile. Par exemple, quand j'ai écrit un bouquin, il a des gens qui me disaient des choses, tu ne pouvais pas mettre ça. Oui, il a des choses, je suis d'accord, il y a des choses, je ne suis pas d'accord. Moi aussi. Par exemple, et ce monsieur-là, il m'a foutu la gueule pour dire non, tu ne peux pas dire éclaircir, parce qu'éclaircir, c'est un mot raciste. Non, pas du tout, à mon avis. Voilà, et là, c'est clair, on parle de clair de la lune, donc, il a des fantasmes racistes, il a des voilà, il a voilà, les racismes, enfin, il a des fantasmes, mais je voudrais dire une autre chose à propos de la question que le monsieur a posée là-bas, c'est qu'il a quelque chose que la France nous enseigne, qu'on peut apprendre avec la France. C'est qu'être citoyen n'est pas avoir des droits. Être citoyen, c'est lutter pour les droits. Parce que c'est une notion fondamentale pour la citoyenneté française, c'est qu'il faut se battre, il faut demander, il faut exiger du gouvernement, etc., etc. Donc, être citoyen, c'est effectivement, c'est pas avoir des droits, mais lutter, la possibilité de lutter et de conquérir des droits. Et ça, c'est intéressant parce qu'au Brésil, un des problèmes est qu'on a une vision de politique qui est très passive, qui est très... Voilà, on fait rien, on ne se bat pas, on ne lutte pas, on laisse les choses, on attend un jour que quelqu'un va nous sauver, mais pour être un vrai citoyen, c'est d'être dans la lutte tout le temps. Comment? Je pense, parce que le Brasil, jamais ele fait une guerre. Jamais, ele nunca se bateu por nada. A gente já vem sem top 1500, quando o Brasil foi descoberto. O rei de Portugal chegou no Brasil em 1800 e alguma coisa. Se passaram 400 anos para a família real chegar no Brasil. Vai falar, sumida? Todo o ouro do mundo, a maioria veio do Brasil. Aí teve o acordo da proclamação da República, não teve guerra. Foi um acordão. Ficaram todo mundo lá. Aí teve 64, continuou tudo na mesma. Aí 92, foi 92, veio o presidente, o primeiro presidente, foi outro acordão. Nunca ninguém se bateu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut apprendre quelque chose avec les Français, hein? Voilà, madame. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Je crois que les Français, si vous me le permettez, ils donnent la politique et l'attitude française, elle donne vraiment un modèle pour moi, pour mon avis, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont tout à fait le droit de dire le modèle américain en question de sociologie, je parle de politique économique. Un modèle de sociologie, je crois que la France est beaucoup plus, à mon avis, comme arriver à des contextes idéaux et des paix civiles. Je vois que ce qui se passe aux États-Unis, cette politisation des blancs contre les noirs contre les blancs, femmes contre l'homme contre la femme. Donc on accuse le monde gay des lobbies, le monde juif comme le monde qui finance et qui va faire un gouvernement mondial. Donc je trouve tout ça que c'est une séparation extraordinaire. Et nous n'aurons jamais une paix civile. La paix civile, c'est l'unité. Les Grecs, les anciens Grecs disaient, il faut marcher pour l'unité. Si un homme commence, si une société commence à se partager, elle ne va pas survivre à elle-même.
C'est toujours la haute discussion. Je crois qu'au Brésil, malgré toutes les horribles droits humains que le Brésil a commis contre les esclaves, les Indiens, parce qu'il y a des Indiens, je suis d'une région, on a tué tous les Indiens de ma région. Ma région, c'est des Indus Cariris. Il y a très peu des Indus Cariris aujourd'hui. C'était la plus grande population de Indus à l'intérieur du nord-est du Brésil, entre Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco. C'est Indus Cariris, je viens de cette région. D'ailleurs, tous les Brésiliens sont mélangés. Moi, j'ai des sangs, je suis sûr, des Indus Cariris. Je sens des blacks, des esclaves, parce que ma grand-mère, elle était mulâtre. Donc, je ne sais pas qu'il n'y a aucun Brésilien qui peut aujourd'hui, je suis blanche, je suis noire. Je crois que nous sommes mélangés au Brésil. Et je crois que c'est une richesse à nous de dire ça, parce que si on commence à dire blanc contre noir, noir contre blanc, au Brésil, c'est impossible de dire. Donc c'est mieux l'unité totale, c'est l'unité. Et ça, c'est non seulement au Brésil, c'est, à mon avis, c'est une politique humaine pour les droits humains et pour la paix civile. Parce que sinon, c'est la guerre totale éternelle. Oui, mais par contre, cette unité qu'il y a au Brésil, cette unité qui, même s'il y a un peu de paix, ça laisse beaucoup de gens s'écraser par... Parce que Parler les Brésiliens, c'est égoïste. Je suis désolé, mais moi je trouve pas que le Brésil soit particulièrement... En fait, il est en paix dans les centres-villes, mais dès qu'on sort des centres-villes, et moi j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup d'artistes dans certaines favelas à Rio, c'est pas la paix. Il n'y a pas de... C'est la mélancolie. C'est la mélancolisation de certaines subjectivités que se laisse moi j'ai faire. Travaillé dans des zones de conflit et dans les favelas, j'ai vécu les mêmes choses. Je me suis retrouvé au milieu de fusillades dans les favelas et dans des pays en guerre. Et j'ai pas vu les différences. J'ai risqué ma vie de la même façon dans un endroit comme dans l'autre. La seule différence, effectivement, c'est que à Rio, 20 minutes plus tard, tu es effectivement... Alors, si je peux me permettre, je pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé au Brésil, peut-être après le gouvernement de PT. Peut-être il y avait déjà avant, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est mis en évidence, qui est mis en évidence avec les gouvernements après le gouvernement de PT, c'est la guerre des identités. J'ai l'impression que soit les identités de droite, gauche, le fascisme, les identités religieuses et aussi les identités, on va dire, comme tu disais, les mots dissidents, j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension des guerres au Brésil qui dépasse la violence quotidienne liée à la pauvreté, mais qui est soutenue par, on va dire, ces primats de l'identité. J'ai l'impression, si je peux me permettre de poser une deux questions, Eduardo, sur ce que tu disais par rapport à... Moi, je comprends bien ce que tu disais par rapport à la place stratégique du soutien de l'idée d'identité, surtout quand on parle de, on va dire, lutte pour les droits, quand on parle vraiment de quelque chose qui peut avoir dans le sens où, on va dire, un accès à des droits universaux pour les personnes qui sont normalement dans une situation de vulnérabilité, de dissidence. Mais j'ai l'impression que ce dont tu parlais par rapport à l'homosexualité, aux luttes homosexuelles, c'est-à-dire le fait d'acquérir des droits et une espèce pour rebondir à ce que disait Héloïsa, sur la normalisation de certains comportements liés on va dire, à ces choix d'objets dont tu parlais, qui c'était la question de l'homosexualité, j'ai l'impression que quand même les soutiens de la question de l'identité, il reste quand même un de ce que tu poses comme puissance politique de la question des transidentités, qui c'est justement lié au préfixe trans, dans le sens où, au bout de cette idée, il y a quand même une subversion de l'idée de l'identité. Oui, voilà, mais je vais être tout court parce que je pense que c'est le moment de conclure. Mais
est-ce que tu penses qu'on pourrait mener cette espèce de revendication, de lutte des droits pour les transidentités d'une façon, dans le sens, et c'est ça que je vois, c'est pour ça que je vois la puissance du préfixe trans, dans le sens d'une non-violence. C'est-à-dire la puissance politique d'une certaine lutte qui passe par la non-violence, en tout cas par l'expérience d'inquiétude liée à cette espèce de transidentité, centrée sur l'idée du trans. Voilà, je ne sais pas, j'ai bien compris, comme je disais, je vais essayer d'être tout court parce que je pense qu'on est en train de finir et de conclure, mais deux choses. Je pense qu'il faut se battre d'une certaine façon contre les identités compositoires, comme Camille a dit, pour produire de nouveaux noms, de nouvelles dénominations, de nouvelles nominations, de nouvelles formes de reconnaissance. Mais on va pas arriver à ça si on refuse l'importance des luttes identitaires. Ce n'est pas un paradoxe, c'est nécessaire. Il faut reconnaître les demandes identitaires pour produire paradoxalement une subversion identitaire. C'est ça que les gens trans ils font à la fin, c'est ça. Je demande la reconnaissance de mon identité trans et au moment que cette expérience trans est reconnue comme identité, l'identité elle-même en tant que catégorie change parce qu'elle perd son stabilité, etc., etc. C'est une chose. Pour la question de la violence, j'ai dit, j'ai un peu de souci avec cette idée de non-violence. Parce que le monde, comme le Messie a bien dit, est violent. Est extrêmement violent. Donc, on ne va pas adhérer à la violence. Il faut faire attention pour être non-violent. Mais il faut reconnaître la violence qui est là. Et pour moi, ça, c'est... Comment est-ce qu'on va penser le Brésil sans reconnaître la violence contre les personnes trans, la violence contre les Noirs, voilà, les génocides qui se pratiquent contre les jeunes Noirs, vous savez, et on parle pas seulement du Brésil. Si on parle des États-Unis, par exemple, je ne sais pas si vous savez ça, mais entre 4 jeunes Américains entre 18 et 25 ans noirs ou sont à la prison, ou sont déjà été à la prison. Entre 4. Donc la violence contre les Noirs et la violence contre les pauvres, elle est là. Donc parler de non-violence, ok, il a un idéal de violence, il a un idéal de pacifisme, voilà, c'est notre horizon politique, c'est notre désir, c'est notre espoir. Mais on ne va pas arriver à ça si on ne reconnaît pas la violence qui est déjà là contre nous ou contre quelqu'un avec qui on peut s'identifier, on peut reconnaître sa douleur, sa souffrance, sa vulnérabilité. Il faut que la violence soit stratégique. Só uma última observação. Eu queria uma frase, uma pequena conclusão da sua parte, você que traz esperança para tantas pessoas que chegam aqui em uma situação de vulnerabilidade subjetiva, política, né? O que você pode nos trazer para a gente concluir essa conversa maravilhosa? Lininha, o que eu poderia falar é que é uma complexidade imensa de falar de sociedade. Sociedade tem raças, religiões, tem origens, tem costumes mais diversos e tem interesses mais diversos. Então, não pense que aquele grupo e este grupo não tem que se ver de uma maneira ou de outra, se comparando as suas forças, se só tem uma fonte de comida. Eles entram em guerra. Então, a gente tem que ver a nossa vizinhança, já ver a parte política, depois ver a parte social e a parte também do poder. Porque a terra, se a gente vai dar uma olhada para essa terra, é uma geopolítica maravilhosa. Você tem lições de poder, de dominação, de justiça, de injustiça, de partagem de riqueza, de concentração de riqueza. Tudo isso. O que eu poderia dizer de bom é
a unidade com mais justiça. Très bien. Bon, on va finir. Merci Camille, merci Heloïsa, merci Eduardo, merci à tout le monde qui nous assiste aussi. Et je vous invite aussi à rester parce qu'on a un petit concert avec la chanteuse Gabriela. Ai, que maravilha! Oui, et on va profiter aussi. Ai, que maravilha! Je vous présente Gabriela Lima, une chanteuse brésilienne qui va faire un concert à Lazare. Oui. Et elle vient de sortir un nouvel album, Balsam. C'est magnifique, j'adore, oui. Et elle va nous faire plaisir cette nuit et nous chanter un peu. Oui. Voilà, Seja de parte. Olha, seja bem-vinda. O Brasil é um celeiro de artistas. E eu creio que você vai fazer um grande sucesso aqui na França. Tá? Estamos todas ouvidos para você agora. Ai, que obrigada. Vamos lá? Vou fazer algumas músicas minhas, algumas releituras também. Como o Mário falou, eu lancei o álbum agora, esse ano, e aí a gente vai fazer o primeiro show semana que vem, das minhas canções. Eu vou estar lá para ver. Oba! É no dia 24 de novembro. Chega de falar, né? Vou tocar. Como um barco entre as correntes, eu navego pelo mar, entre as ondas contra o vento, avanço, me deixo levar, entre o caos e a calmaria, eu sigo viagem, tenho muito orgulho do que eu levo na bagagem. Como um barco entre as correntes, eu avanço, passo ao mar, a favor ou contra o tempo, eu aprendo a navegar, entre o caos e a calmaria, eu sigo viagem, tenho muito orgulho do que eu levo na bagagem. Minha mãe sempre dizia, avance mesmo e ventania, siga em frente, não desista, ao caos persista, reme com coragem e depois da tempestade prevalece a calmaria. Como um barco entre as correntes, vento forte a soprar, eu encontro o meu equilíbrio nas profundezas desse mar, entre o caos e a calmaria, eu sigo viagem, tenho muito orgulho do que eu levo na bagagem. Minha mãe sempre dizia, avance mesmo em ventania, siga em frente, não desista, ao caos persista, reme com coragem e depois da tempestade prevalece a calmaria. Oh, oh, ponderar. Oh, oh, remo, remo, siga em frente, vou me encontrar, mas a esperança corre às vezes, tomo o meu lugar. Remo, remo com as ondas desse mar, pois não se trata de uma luta, é se deixar levar. Remo, remo, siga em frente, vou me encontrar, mas a esperança corre às vezes como o meu lugar. Remo, remo sob essa voz desse mar, mas a esperança flui à tona. Bravo! Essa chama Como um Barco.
abusou, me envolveu, foi sem pudor. E eu tentei fazer abrigo nesse amor, me anulei pra não me expor. Eu aceitei, me transformei pra ter você, violei meu próprio ser, me adaptei. Com noites frias, solidão, outras quentes de paixão, me acostumei. Você abusou, me envolveu, foi sem pudor. E eu me joguei. Fui reflexo da sua dor, papel de eco nesse amor. Eu aceitei. Me esqueci pra ter você, ceguei meus olhos pra te ver, me adaptei. Com noites frias, solidão, outras quentes de paixão, me acostumei. Vai, 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 leve embora o gosto amargo desse falso amor. Vai, 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 você não é pra tanto, e se não for, sou eu quem vou. Tchurururu, vai, tchurururu, vai, vai, tchurururu, vai, tchurururu, vai, vai, tchurururu, vai, tchurururu, vai, vai, tchurururu, vai, tchurururu, você não vale a pena, pra mim já terminou. Vai, 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 você não é pra tanto, e se não for, sou eu quem vou. Tchurururu, vai, tchurururu, vai, vai, tchurururu, vai, tchurururu, vai, vai. Vocês podem ver os nossos platos. Certo como o destino, cada instante vivido, me permito ser, deixo acontecer na passagem do tempo, dos acontecimentos que eu quero viver. Eu busquei o sentido do tempo, do medo, do amor, da dor e prazer, sem entender é que a intensidade das coisas, do tudo, do nada, está no viver, sem temer. Deixa ser no tempo que é pra ser. Deixa ser no tempo que é pra ser. Deixa acontecer. Eu busquei o sentido do tempo, do medo, do amor, da dor e prazer, sem entender é que a intensidade das coisas, do tudo ou do nada, está no viver com você. Então deixa ser, é só viver no tempo, deixa ser. A estrada ensina, deixa acontecer, só o seu caminho mostra o que é pra ser. Deixa ser no tempo que é
estiver aqui novamente, fica o convite para quarta-feira que vem, meu primeiro show de lançamento do disco. Dia 24 de novembro, Leazar Ludic. Chama Leazar Ludic às 20 horas. E você poderia escrever? Eu anoto, claro, anoto tudo. E minha página é Gabriela Lima no Instagram. Ah, Gabriela Gabriela com Lima. 2 L's Lima. E lá tem todas as informações. Mas eu vou ficar aqui porque a gente conversa. Bravíssima! Obrigada.